On va passer maintenant à l'international. On a discuté de beaucoup de choses ce matin, avec un prisme souvent français, mais la course au large est quand même beaucoup française. Et donc on a demandé à quelqu'un de venir nous présenter un petit peu ce qui se passe en dehors de nos frontières. Et pour ça, logiquement, c'était un Suisse. Donc c'est Hervé Favre qui va nous faire cette présentation, un panorama rapide de ce qu'est la course à l'étranger, et puis des tendances. Et quand on dit l'étranger, on va vraiment faire tous les continents. Hervé est le directeur du pôle course au large d'OC Sport. OC Sport a été racheté par le groupe Le Télégramme en juillet dernier. Donc il est à présent responsable de ce pôle-là, dans lequel il y a Pendwick. Et tu m'as dit tout à l'heure, il me dit, il faut pas dire qu'on est anglais, parce qu'on n'est plus anglais. Donc OC Sport est installé à Singapour, Lausanne, Paris et Causes. Voilà. Et Hervé a fait la même mini que Yves Le Blévec et Corentin Doguet. Eh oui, 2001, c'est la bonne année. Voilà. Et Pierre-Yves Lautrou, bien sûr. Merci Pierre-Yves. Donc voilà, le jour où il m'a demandé, Hervé, est-ce que tu pourrais nous faire un petit panorama de la course au large dans le monde, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, c'est intéressant. En fait, je me suis pas rendu compte que c'était vraiment un peu la question piège, parce que sans vouloir faire un catalogue de toutes les courses et rendre quand même le domaine intéressant, c'est un challenge. Donc voilà, je vais essayer de faire au mieux cet après-midi. Juste peut-être pour commencer, pour cadrer un petit peu le débat aujourd'hui, pour faire une comparaison entre la course au large en France et à l'étranger. En France, je pense que vous vous rendez peut-être pas compte, mais vous avez une offre qui est très très particulière et qui est très différente des autres pays, dans le sens que vous avez des teams professionnels qui sont vraiment bien organisés avec une équipe technique, une équipe de support, des armateurs ou des skippers qui peuvent être des personnes différentes. Donc ça, c'est quelque chose qui est des teams très professionnalisés. Après, vous avez des partenaires privés de ces teams qui sont eux aussi très professionnalisés, avec des attentes à 360 degrés aujourd'hui du point de vue communication. Et tout ça vous amène à avoir des événements qui sont eux-mêmes très professionnalisés. En tout cas, les événements phares dont on a parlé ce matin sont très professionnalisés. C'est quelque chose, vous verrez, qui n'est pas du tout le cas dans les autres pays. Donc ça, c'est un peu pour avoir le cas dans lequel on va évoluer. Aujourd'hui, je vais vous parler de la course au large en Europe, en Océanie, en Amérique du Nord, en Asie, en Afrique, Moyen-Orient, même s'il n'y en a pas beaucoup, et en Amérique du Sud. Juste avant de commencer avec ces différents pays, il y a quelques courses internationales par étapes qui ne relèvent pas d'un seul continent ou d'une seule partie. Je ne vais pas trop m'étaler dessus aujourd'hui, vous les connaissez bien, mais quand même, il y en a quatre principales qui existaient, parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Corentin, il y en a qui n'existent plus. Donc aujourd'hui, la Velux 5 Oceans n'existe plus, malheureusement. Le BT Global Challenge n'existe plus non plus. C'est une course en équipage dans le sens contraire des vents et des courants. Et donc, vous avez par contre la Volvo Ocean Race, que vous connaissez bien à Lorient. Je ne vais pas revenir beaucoup là-dessus, même si j'en reviendrai un petit peu quand on parlera de la Chine. Et après, vous avez la Clipper, qui, elle, était une course assez intéressante, et peut-être qui n'est pas très, très connue du monde français, mais c'est une course qui a été créée en 1995 par Sir Robin Knox-Johnson, qui a lieu tous les 2 ans et pour lesquels les équipiers payent pour naviguer. Donc, vous avez des skippers professionnels, et ensuite, les équipiers sont des purs amateurs qui payent leur place pour faire le tour du monde. Il faut quand même savoir que si vous voulez faire l'entier du tour du monde sur le Clipper, ça vous coûtera 50 000 pounds. Donc au cours actuel du change, à peu près 75 000, 80 000 euros pour faire le tour du monde. Si vous pouvez faire qu'une étape, ça vous coûtera quand même entre 5 et 10 000 pounds en fonction de l'étape. Donc c'est un challenge. J'ai assisté à une conférence d'une skipper. C'est un challenge non pas en termes de navigation pure, mais c'est un challenge pour les skippers de gérer 10 personnes à bord qui ont des niveaux très différents de navigation et quand surtout, en fin de compte, ce sont vos clients, quoi. Vous ne pouvez pas les traiter comme un équipage que vous payez. Au contraire, c'est eux qui vous payent. Donc une course qui est assez intéressante de ce point de vue-là, quoi. Et ça a donné des grands skippers anglais sont issus de cette course-là, comme Dick Afari, comme Alex Thompson. Alex Thompson, ouais. Donc
la grande course internationale, c'est la Volvo Ocean Race. Je pense que ça a eu un impact assez intéressant avec le projet Dongfeng Race Team sur la Chine, donc je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus. Mais ça, aujourd'hui, ce n'était pas le but de vous en parler plus dans ce cadre-là. Si on attaque par l'Europe, en Europe, il y a plusieurs courses. Donc de nouveau, il y aura peut-être des courses que j'ai oubliées, hein, ça, je vous préviens, je ne prétends pas être exhaustif, mais j'ai pris les courses qui étaient les plus connues aujourd'hui. Et donc, les courses, il y a vraiment 3 centres en Europe, en dehors de la France, pour la course au large. Vous avez clairement le Royaume-Uni, vous avez la Scandinavie, et ensuite vous avez la Méditerranée. Donc si vous regardez au Royaume-Uni, vous avez, dans les courses, clairement, vous avez les plus connues, c'est le Fastnet, c'est The Transat, qui a lieu tous les 4 ans, qui aura lieu l'année prochaine en mai 2016. Vous avez l'Ostar, qui est la course, l'équivalent de The Transat, mais pour les côtés amateurs, qui a lieu une année après. Et vous avez toutes les courses du circuit du Royal Ocean Racing Club. Ça, j'en ferai un petit zoom dessus, parce que c'est vraiment un point très très important pour comprendre la course au large en Angleterre. Après, vous avez des autres courses comme Round Britain and Ireland Race, qui ont lieu tous les 4 ans, qui ont eu lieu l'année passée, et qui a été gagné l'année passée par Oman d'ailleurs. Donc un petit clin d'œil pour toute l'équipe d'Oman, parce qu'aujourd'hui, avec la véritable tragédie de la perte de leur équipier sur le convoyage, ça ne va pas être facile pour eux. Mais l'année passée, ils ont vraiment fait une performance exceptionnelle en battant le record autour de cette course. Et ensuite, vous avez la course qui est peut-être assez connue en France, de la Commodore, parce qu'elle est gagnée par les équipages français ces dernières années, quoi. Donc ça, c'est tout ce qui se passe en Angleterre. Après, vous avez tout ce qui se passe en Scandinavie. Alors là, c'est assez intéressant, parce que vous avez des développements de nouvelles courses en Scandinavie qui sont très orientées courses en solitaire ou courses en double, ou en tout cas en équipage réduit, quoi. Vous avez, à part Rand-Gotland, qui est la course la plus connue en Scandinavie, avec environ 250 à 300 bateaux qui se courent en équipage, vous avez maintenant une course comme le Silver Rudder Challenge of the Sea. C'est la course en solitaire où il y a le plus de monde maintenant. Il y a plus de 450 participants. En fait, c'est une course qu'on ne connaît absolument pas en France. Mais c'est la course en solitaire avec le plus de participants aujourd'hui, quoi. Ce n'est pas une grande épreuve, c'est, si je retrouve mes notes, c'est 134 000 nautiques, mais ils ont une progression qui est absolument de participants qui est assez fulgurante, parce qu'ils étaient 330 en 2015, 440 en 2016. Et donc la course existe depuis 4 ou 5 ans seulement. Vous avez aussi une course qui s'appelle donc les 1000 200, qui a lieu tous les 2 ans. C'est une course qui a lieu entre le sud de la Suède, le nord de l'Écosse et les Pays-Bas, qui se courent en double, avec aussi un beau développement, quoi. Après, vous avez les courses en Méditerranée, la Rolex Middle Sea Race, que je pense que vous connaissez assez bien, et la Barcelona. Donc ça, c'est pas le but aujourd'hui de voir le développement. Si on fait un petit zoom, le Royal Ocean Racing Club, c'est vraiment le club aujourd'hui de la course au large en Angleterre. Ils organisent plus de 70 événements sur l'année. Et surtout, ils sont en charge du système IRC. Donc c'était intéressant pour moi ce matin d'entendre qu'en France, on dit il y a plus les courses IRC, ça ne fonctionne pas. Mais en Angleterre, et vous verrez dans tous les autres pays qu'on va couvrir après, le système IRC, c'est ce qui marche en course au large. Donc là, de nouveau, intéressant de voir qu'il y a la différence entre la France et les autres pays. C'est non seulement au niveau course au large ou en équipage, mais c'est vraiment sur le système. Et il n'y a pas de course open. C'est des courses qui se courent par handicap selon le système IRC. Donc, c'est pour vous dire le ROR qu'ils organisent. Donc, la Fastnet, Chaos Dinner, la Commodore Cup, la North Sea Race, Cervantes. Et dans le monde entier, maintenant, ils organisent des courses, pas seulement en Angleterre. Donc, Rolex Middle Sea Race, c'est eux qui organisent. Une course en Malaisie qui s'appelle Rajamuda Selangor International Regatta. Rolex Chinese Sea Race, la North Sea Race, North Sea Regatta. Et après, encore des courses, allez voir, dans les Caraïbes. Alors, la plus fameuse est la Rourke 600.
Donc vraiment aujourd'hui, si vous voulez faire de la course au large en Angleterre, c'est par le RORC qu'il faut passer. Ils ont en plus mis au point un système d'inscription online, le système Remus, qui est vraiment hyper au point, donc très facile pour les gens de s'inscrire. Et donc, pas mal de choses intéressantes de ce côté-là. Un autre zoom, je pense, qui est intéressant de remarquer en Europe, enfin en Europe du Nord et en Angleterre, c'est qu'il y a beaucoup de courses ouvertes en double, beaucoup de courses qui sont ouvertes en double, et c'est vraiment la tendance de l'équipage réduit. Donc, ça a été encore confirmé ce matin par les coureurs. Et clairement, c'est plus facile pour s'organiser, c'est plus facile d'être à 2 ou à 3 que d'avoir un équipage de 10 personnes. Et clairement, aujourd'hui, il y a un championnat d'Angleterre de course en double qui est de nouveau encouru en IRC. La Fastnet, pas cette année, mais l'année précédente, et ça a été gagné de façon au classement général par l'équipage des Loisons en double. Donc quand même, je crois que c'était la première fois que la Fastnet se gagnait avec un équipage qui était en double. Donc clairement, c'est en train de prendre. On le voit en Scandinavie aussi, c'est la tendance. Donc voilà, donc si on veut faire un petit résumé, c'est l'Angleterre, c'est l'autre grand pays de la course au large, avec le développement des courses en équipage réduit. La Scandinavie qui est en train de bien se développer. Et vraiment, les courses se courent en IRC. Si maintenant on va en Amérique du Nord, alors là, il faut séparer en 3 parties. Vous avez la côte Est d'abord, avec la Transat Québec-Saint-Malo, qui est la course, une des plus vieilles courses qui existent en Amérique du Nord, et qui aura lieu l'année prochaine aussi. Après, vous avez pas mal de courses qui finissent aux Bermudes. Vous avez, la plus connue, c'est la Newport Bermuda Race, qui a lieu tous les 2 ans. Vous avez aussi la Marion Bermuda Race. Et vous avez encore la Bermuda 1-2. Bermuda 1-2, c'est une course qui ressemble dans l'esprit un peu le plus aux courses françaises. C'est une course où vous faites Newport Bermude en solitaire et vous faites le retour en double. Donc c'est un format assez sympa. La traversée, c'est 700 000 à peu près, donc entre 5 et 6 jours, dépendant. C'est pas des courses où il y a des gros bateaux. Et donc, à part ça, vous avez encore des courses qui sont plus des courses côtières que des courses au large pures, telles Annapolis-Newport ou l'Atlantic Cup, qui, elle, est réservée pour l'année prochaine, et c'était déjà le cas de l'année précédente, aux classes 40. Donc ça, c'est un peu le panorama de la côte Est. Après, côte Ouest... Si je vais dans le bon sens, ça ira, mais ça ira mieux. La côte ouest, vous avez beaucoup moins de courses organisées. Vous avez les 2 principales qui sont la Transpac, donc Transpacifique, et ensuite vous avez la Puerto Vallarta Race. Donc un peu moins de choix pour les coureurs de la côte ouest. La Transpac, c'est en juillet toutes les années impair, donc tous les 2 ans. C'est une course qui fait à peu près 2200 000, donc qui finit comment ça s'appelle à Hawaï, merci. Et puis ensuite, vous avez Puerto Vallarta Race qui a lieu en février, qui fait San Diego, Puerto Vallarta au Mexique. Là, c'est des courses, c'est pas des grandes participations. On parle de 25-30 participants. Et donc, pour les bateaux supérieurs à 30 pieds, quoi. Après, vous avez les courses des Caraïbes. Donc là, vous avez les courses du RORC, de nouveau RORC Caribbean 600. Vous avez la RORC Transatlantic Race qui va bientôt partir, là, avec les 2 modes 70. Et après, vous avez l'ARC qui a maintenant... C'était plus une traversée pour les gens qui partaient faire la croisière, mais maintenant il y a une partie course qui s'est ouverte aussi également. Vous avez quand même pas mal de participants, quoi. Un petit zoom sur la Transpac. Je pense que c'est une des courses qu'on entend parler souvent, mais dont on n'a pas vraiment trop d'informations. C'est une course donc, entre Los Angeles et Honolulu. Il y a à peu près 60 bateaux qui participent. Un des plus de la course, c'est qu'il y a une véritable production vidéo. Il y a un véritable suivi de course avec les balises. Et il y a des organisations de journées de préparation à la régate. Et ils ont créé dans la même suite la Transpac Tahiti pour les années paires, de façon à pouvoir organiser des courses plus régulières, quoi. Donc ça, là, il y avait des gros maxi de 100 pieds, les mêmes que ceux qui font la Sydney Hobart qui participaient cette année.
Donc toujours c'est peut-être pas forcément de l'IRC dans ce cas-là, mais c'est toujours des courses par handicap avec plusieurs classes. Donc pas de temps, pas de course open en temps réel. Donc les tendances qui se dégagent quand même de l'Amérique du Nord, c'est qu'il n'y a pas de championnat organisé, il n'y a pas de classe organisée. C'est vraiment des courses courues par des propriétaires avec des équipages amateurs. C'est quand même la grande majorité des courses. Pas de course professionnelle ni de course en solitaire. Donc la seule course en solitaire qui existe aux États-Unis, c'est la Bermuda 1-2, où vous avez une étape qui se fait en solitaire. C'est de l'organisation principalement par des yacht clubs. Vous n'avez pas d'organisation professionnelle privée qui organise des événements. Très peu de résonance dans les médias. Ça, c'est sûr que pour exister aux États-Unis face aux mastodontes que sont le basket, le baseball et autres, c'est très très difficile. On voit même que l'America's Cup, quand elle est aux États-Unis, elle a de la peine. Donc ces petites courses n'ont aucune résonance dans les médias. Et ce sont vraiment des courses financées par les droits d'entrée avec très peu de sponsors. Maintenant, si on passe à l'Océanie, la grande course que tout le monde connaît, c'est la Sydney Hobart, ça c'est sûr. C'est vraiment la course qui est l'attraction de toute la région. Sinon, vous avez des courses qui sont plus des courses côtières, qui sont des courses comme les Melbourne to Hobart. Bon, c'est légèrement côtier, on va dire, parce qu'il faut quand même traverser le détroit de Bass. Vous avez Brisbane, Gladstone, qui est une course le long de la côte est australienne. Et après, vous avez des courses qui sont un peu plus offshore, comme Melbourne, Vanuatu, ou Melbourne, Osaka. Mais il faut savoir que c'est quand même des courses qui sont pas avec pas beaucoup de participants. C'est des courses, on parle entre 10 et 25 participants. Melbourne, Osaka, c'est 5500 milles, donc bon, c'est un gros parcours. Et c'est en double, par contre. Donc ça, c'est une course assez particulière. Et de nouveau, elle se court en IRC, quoi. Il y avait une autre course qui faisait Sydney-Mooloolaba, donc c'est-à-dire vous faisiez toute la côte sud et la côte est de l'Australie, mais elle n'existe plus maintenant, pas assez de concurrents. Et en Nouvelle-Zélande, j'étais assez surpris parce que dans mes recherches, je pensais qu'il y aurait plus de courses que ça. Peut-être que je ne les ai pas toutes trouvées, parce qu'on a toujours l'idée de la Nouvelle-Zélande quand même qui est quand même un des pays moteurs de la voile. Et en fin de compte, en course au large, il n'y a pas tant de choses que ça. C'est vraiment que du classique, enfin que du coastal. Et avec des courses qui sont avec des petits parcours, avec de temps en temps une régate où vous devez naviguer de nuit, mais très peu de grands parcours. Par contre, donc la Sydney Hobart, je vous ai fait un petit zoom parce que ça, c'est vraiment la course pour le grand public en Australie, avec le départ en direct dans la baie de Sydney. C'est absolument incroyable. Le départ le 26 décembre, ils finissent le 30, enfin les premiers en 2 jours, le 28 décembre, et tout le monde finit à peu près avant le début de l'an. Il y a une couverture média qui est exceptionnelle pour la course. C'est vraiment, depuis des semaines avant, c'est déjà très très présent dans tous les journaux. Il y a environ entre 100 et 120 bateaux qui prennent le départ de la course. On est retombé assez bas du record en 1994 où il y avait 370 bateaux. Donc depuis, ils ont renforcé énormément les critères de qualification. Et donc c'est beaucoup plus difficile de s'inscrire et de pouvoir participer à la course. Il faut juste rappeler qu'il y a eu l'édition de 98 qui a été dramatique avec 6 disparus. Ouais. Oui, absolument. L'édition 98 a été meurtrière. Donc il faut savoir que c'est quand même une des courses pour lesquelles il y a des bateaux qui se construisent, ce qui n'est pas anodin dans le monde de la course au large, mais il y a des bateaux il y a des armateurs qui construisent des bateaux uniquement pour gagner la Sydney Hobart. Donc c'est vraiment un monument de la course au large dans ce pays et dans toute la région, quoi. Et donc Rolex est le sponsor depuis 2002 de la course. Ça fait partie du circuit des courses qu'il sponsorise. Par contre, le coût pour participer maintenant à la Rolex Sydney Hobart est assez élevé. Moi, j'ai eu la chance d'y participer en 2011 sur un 40 pieds. Et en parlant avec le propriétaire, il disait que pour participer à la course, ça lui coûtait entre 30 et 40 000 $ entre les frais d'inscription, l'équipement de sécurité et toutes les courses de qualification qu'il faut faire avant. Donc pour un petit bateau comme ça, c'était déjà quand même un gros budget. Et donc je pense que ça explique en bonne partie la raison pour laquelle
les participants ont bien diminué. Quand vous êtes à 40 pieds pour faire la Cinderbar, vous êtes dans les tout petits bateaux. La moyenne, c'est plutôt entre 50 et 70. Donc voilà, donc la tendance, c'est clairement un circuit de propriétaires qui engage des équipiers pros. Mais c'est vraiment tout est financé principalement par les propriétaires. Organisation par les yacht clubs, et donc diminution des participants en raison des coûts, ce qui explique qu'il y a de moins en moins de monde qui fait ces courses. Si on regarde maintenant en Asie, vous avez plusieurs courses qui sont en train de se développer. Donc, on espère qu'il y a aussi un petit effet Dongfeng Race Team. À savoir que dans le projet Dongfeng qu'OCSport a géré depuis 3 ans maintenant, on a fait toute une sélection de marins chinois pour venir naviguer sur le Volvo. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y avait un très bon niveau technique des marins chinois, mais très peu qui avaient d'expérience de course au large. Et il y a très peu qui avaient, par exemple, il y en avait énormément qui n'avaient jamais dormi une nuit sur un bateau. Et il y en a quelques-uns qui ont fait les sélections et qui avaient un très bon niveau technique, mais ils ont dit non, mais c'est trop dur, ça ne m'intéresse pas, moi je préfère rentrer le soir et pouvoir dormir à l'hôtel. C'est une mentalité qui est très différente de chez nous. Alors chez nous, si vous voyez un concours pour participer à la Volvo Ocean Race, je pense que les gens tu père et mère presque pour pouvoir venir, alors qu'en Chine, la différence elle est vraiment énorme de ce point de vue-là. Donc ça, c'est aussi un gros frein, je pense, au développement de la course au large, c'est que c'est pas du tout dans la mentalité de passer les nuits à bord du bateau, quoi. Donc vous avez les courses comme la Korea Cup qui existe tous les ans depuis 2008. C'est un mix d'inshore et d'offshore. Ça se court en ORC. Il y a à peu près entre 20 et 30 bateaux aujourd'hui. Vous avez la course dont je vous parlais avant, organisée par le RORC, Rajamuda Selangor. C'est un parcours offshore de 260 000 sur 3 jours le long des côtes malaises. Après, il y a de l'inshore pendant 3 jours. Ça se court en IRC. Ça, c'est tous les ans. Vous avez la Rolex China Sea Race tous les 2 ans. C'est une course de 565 000. Donc, aussi ce qui se couvre en IRC et en équipage, 34 participants en 2014. Après, vous avez la Hong Kong to Vietnam Race. Ça, c'est, je pense, la plus longue course d'offshore d'Asie. 673 les vieilles origines qui ressortent. 1000, aussi en IRC. Et après, vous avez Round the Island Race, qui est l'équivalent un peu du Tour de Belle-Île, 26 000 nautiques autour de l'île d'Hong Kong. Et là, vous avez plus de participants, mais enfin, je ne sais pas si on peut considérer ça comme la course au large. Et vous avez la course Round Hainan. Hainan, c'est l'île où il y a Sanya, qui est la capitale, où la Volvo s'est arrêtée, où il y a 3 jours de régate, avec 42 participants. Après, vous avez une course en particulier qui est intéressante, c'est la China Cup, organisée depuis 2007. C'est la course la plus importante des gros bateaux en Chine. Ça sera la 9e édition en 2015. C'est 4 jours de régate avec une course offshore entre Hong Kong et Shenzhen, et le reste c'est des courses inshore. Et avec pas mal d'animations pour le public et plus de 100 bateaux qui participent, avec à peu près environ 1000 marins en tout. Il y a un bateau français qui y va régulièrement. Absolument. Et d'ailleurs, Jeannot est assez moteur dans toute cette région pour développer la course au large. Et ils veulent justement développer une course qui s'appelle le Tour of China, qui va se courir en Jeannot Sunfast 3600, donc sur lequel sont impliqués les marins chinois de Dongfeng. Et je pense que la participation de Dongfeng Race Team a donné un bon coup de projecteur sur la course au large en Chine, ça c'est sûr. Après, il faudra que ça puisse prolonger dans le temps pour que ça continue à aider au développement, parce que c'est, comme on sait, quelque chose qui prend pas mal de temps, quoi. Juste Hervé, un instant, il y avait eu un premier bateau chinois entre guillemets sur la Volvo, l'édition présente. Oui, c'était Sanya. Ouais. Sanya, mais il n'y avait pas de marin chinois à bord du tout, quoi. Il y avait juste. Oui, je crois qu'il y en avait un. Le Mediaman, non? Oui, le Mediaman. Après, il y a eu régulièrement des marins chinois. Il y a eu
Go-Chan, qui est maintenant sur son trimaran Qingdao. Et il était à bord de Green Dragon. Green Dragons. Ouais. Donc il y a eu quelques marins chinois. Mais il n'y a pas eu. Je pense que c'est la première fois qu'avec le projet Dunfeng Race Team, on a réussi à se faire sentir que c'était un projet vraiment chinois, avec des Chinois impliqués à tous les niveaux, que ce soit autant au niveau de l'organisation à terre qu'à bord du bateau, quoi. Donc Afrique, Moyen-Orient, il n'y a pas beaucoup de courses. Vous avez Sailing Arabia de Tours, que vous connaissez sûrement bien, parce que je pense qu'il y a pas mal de Français qui participent. Et après, vous avez Cape to Rio, qui a lieu tous les 3 ans. Et donc, c'est environ 2-3 semaines, 3600 milles. De nouveau, courses en IRC, environ 25 participants. Et là, c'est ouvert aux équipages ou aux courses en double. Sailing Arabia de Tours, créé donc en 2011, avec 5 étapes qui sont plus du côtier que de l'offshore pur. Ça ressemble vraiment, c'est le modèle, comment t'appelais, vintage, classique du Tour de France à la voile. Et avec environ entre 11 et 15 équipes qui a lieu en février, donc une belle place dans le calendrier, et organisée par Oman Sail. Et on voit qu'ils ont pris l'inspiration des courses françaises pour l'organiser, quoi. En recyclant le bateau du Tour de France. En recyclant le bateau. Enfin, le précédent. Ouais. Donc, clairement, Oman Sail développe son modèle de voile sur les modèles français et anglais. Bon, c'est pas innocent, vu que c'était quand même des Anglais qui étaient à la base du projet. Et après, le Cap est régulièrement une étape pour les courses internationales, mais sans avoir véritablement réussi à développer quelque chose autour de ces étapes, quoi. En Afrique du Sud, il n'y a pas du tout de régate, de circuit, parce qu'ils ont une petite industrie nautique quand même. Oui, mais enfin, j'en ai pas trouvé de courses au large. Évidemment, il y a des courses qui se font, régulièrement organisées par les yacht clubs, mais pas de ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de course au large ou côtière, en tout cas, quoi. Oui, c'est ce qu'on a. On vient de la montrer la slide, en fait, c'est pour ça. Après, en Amérique du Sud, c'est aussi un pays qu'on a l'impression qu'ils sont assez impliqués dans la course au large, parce qu'il y a souvent des étapes qui se passent dans les courses, mais en fin de compte, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y a Rolex qui sponsorise un circuit atlantique, et après, il y a des courses qui vont un peu entre Buenos Aires et Rio de Janeiro ou jusqu'à Mar del Plata, un peu plus au sud. Il faut savoir que de nouveau, c'est des courses organisées par des yacht clubs. C'est des courses entre 30 et 50 participants qui se courent en ORC ou en catégorie toujours en temps compensé. On parle de courses entre 30 et 40 bateaux, quoi. Donc pas des très grandes participations. La plus importante, c'est donc Ilhabela Sailing Week, qui a lieu toutes les années. Là, il y avait quand même 145 bateaux pour l'édition en 2015. Et c'est un mix d'inshore et d'offshore. Et c'est un événement où il y a beaucoup de classes, donc il y a plusieurs régates, plusieurs départs, pas mal d'animations. Et je pense que c'est vraiment la course. Ça ressemblerait peut-être un peu plus comme la semaine de Chaos, par exemple. C'est un peu ce genre-là. Mais clairement, l'Amérique du Sud, c'est la voile offshore, ça reste très confidentiel, hein. Quelques clubs, très peu de structures et vraiment pas beaucoup d'intérêt des médias. Clairement, on utilise la voile comme promotion touristique, mais pas tellement pour former des futurs talents. Il n'y a pas de politique organisée pour développer des véritables filières de course au large. Donc je pense que si on arrive à la conclusion aujourd'hui de ce qui se fait donc aux courses au large, vous avez vu que c'est très différent de ce qui se passe en France. Le réel développement de la course offshore, elle se passe beaucoup en Angleterre. Et dans les autres pays, c'est soit assez confidentiel ou épisodique, on va dire. C'est principalement des propriétaires fortunés qui font de la régate. C'est vraiment l'image, je dirais, classique anglo-saxonne de la voile. Et pas de professionnalisation de la course au large. Clairement, l'intérêt des villes, c'est accueillir des étapes d'événements
pour faire la promotion et pas le développement de la course au large. Et donc, ça reste assez différent du système français. Donc, voilà un peu la fin de mon balayage de toutes ces courses qui se passent dans le monde. Merci beaucoup Hervé, on peut l'applaudir. Parce que c'était quand même très complet, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Non, là c'est la reprise en général. Après le buffet, c'est un peu dur. Aucune question? Alors moi j'en ai quand même... Si, voilà. Ah, merci. Merci. L'apparition des courses en multicoque qui reprenaient les anciens Orma, qu'est-ce que ça devient au niveau des pays du Nord? Ouais, c'était la Hoops Cup à l'époque, avec Nokia qui était le sponsor du circuit là-haut. Donc ils ont effectivement récupéré les anciens Orma. Maintenant, ça s'est bien arrêté. Hein. Il n'y en a plus du tout qui régatent. Le système a été un peu repris avec le circuit des M32 qui reprend exactement le même principe, la Hoops Cup, avec quasiment les mêmes villes. Et en fait, on voit, c'est comme toujours, la course au large, c'est vraiment un renouvellement. On se rend compte que ce qui se passe avec les anciens Orma, c'est en train de se passer maintenant avec les modes 70. On voit que c'est des propriétaires qui rachètent les modes 70 pour se faire plaisir. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous rachetez un bateau comme ça, pas beaucoup de monde à bord comparé à un gros 100 pieds où vous avez besoin de 18 personnes. Là, avec 3-4 personnes qui savent bien naviguer, vous avez un bateau qui est le plus rapide de toute la flotte. Et on voit que ces bateaux-là ont une seconde vie aujourd'hui et font toutes les courses, les transats, les courses du Rorke, la Rorke 600. Donc, je pense que c'est vraiment un peu le même phénomène que ce qu'on avait vu avec les Orma qui ont eu leur deuxième vie. Et on le voit maintenant avec les modes 70. Une autre question? Moi, je voudrais savoir si, après avoir fait ce grand tour du monde, peut-être que tu l'avais déjà peut-être un petit peu fait pour le boulot, mais je ne sais pas si tu as appris des trucs en cours de route, mais du coup, en ayant fait ce tour du monde-là, qu'est-ce que tu peux identifier comme frein en fait, au développement de la course au large? Comme frein dans ces pays-là. Ouais. Bon, je pense que clairement, je pense que il y a une différence dans la pyramide dans ces pays-là qui est très différente par rapport au modèle français, quoi. Clairement, on voit aujourd'hui, je pense que dans toutes les filières olympiques de ces pays, ils ont des excellents marins, parce qu'on peut voir des gens d'Afrique du Sud qui sont hyper bons, les Australiens, les Néo-Zélandais, on n'en parle même pas, c'est sûr que les Brésiliens, ils sont dans le top. Et donc après, ils n'arrivent pas à passer le pas au niveau de la course offshore. Je pense que ça tient à plusieurs choses. Je pense qu'après, il n'y a aucune structure qui permet de passer le pas. Donc de ce point de vue-là, il n'y a aucune politique gouvernementale comme elle existe en France ou qui permet d'avoir des centres où on peut passer aux courses. Après, il n'y a pas non plus c'est toujours le problème de l'offre et la demande. Il n'y a pas non plus de circuit qui permet à eux de le faire. Mais je pense que c'est aussi beaucoup dans la mentalité. Après, aujourd'hui, si vous êtes en Amérique du Nord et que vous êtes un jeune et vous vous dites est-ce que en finissant mes études, est-ce que je vais réussir à gagner ma vie en étant skipper? Ils ont de la peine à voir. Donc, c'est clairement, aujourd'hui, si vous voulez être marin professionnel dans ces pays-là, le seul moyen, c'est d'être équipier sur un gros bateau. Vous voyez, c'est très difficile d'être skipper ou propriétaire d'un bateau quand on voit que c'est des propriétaires fortunés qui sont là. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Je pense que très vite, les jeunes, ou les gens qui ont fini les campagnes olympiques, après, ils se disent qu'ils auront de la peine à vivre. Il n'y a pas de structure qui leur permet de sauter le pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui se fait sur le long terme et qui va prendre du temps. On voit Oman, c'est ce qu'ils essayent de faire, mais ça prend beaucoup de temps. Et voilà, il y a d'autres pays peut-être qui ont envie de le faire, mais ça va. Je pense que c'est le gros frein, c'est qu'il faut mettre l'infrastructure en place. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question aussi de marché du sponsoring? C'est-à-dire que dans un pays comme la France, en fait, les entreprises ont la culture du sponsoring de la voile, alors que dans tous les autres pays que tu nous as montré, peut-être à part peut-être un petit peu l'Angleterre, la culture c'est celle des propriétaires, c'est-à-dire un t-shirt blanc, un short blanc, une casquette blanche avec le nom du bateau éventuellement, mais pas de logo, quoi. Oui, absolument. Ça, c'est sûr que je pense que
Il y a aussi le fait que si c'est un sport d'élite, les marques elles vont avoir la peine à vouloir aller sur ce marché-là. Elles ne vont pas faire d'autres sports. Et donc, du coup, il y a pas les sponsors ne rentrent pas dans le milieu de la voile. Et tout ça, c'est un peu le cercle vicieux, quoi. C'est sûr que aujourd'hui, si pour une marque d'investir dans de la voile dans ces pays-là, il faut vraiment être passionné pour le faire. Ça ne va pas être par pur raisonnement économique. Ou alors, comme Rolex, clairement viser une clientèle qui correspond à ceux qui naviguent. Du coup, en tant qu'organisateur de course, qui n'est pas bloqué sur un marché domestique particulier, est-ce que vous avez identifié des zones à potentiel où vous pourriez, sans nous dévoiler de secrets, vous avez envie de vous développer la Chine, j'imagine, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits où vous avez commencé à voir ce qui était faisable? Oui, donc la Chine, c'est vrai que c'est très lié au projet de Dongfeng. Après, clairement, on regarde, ça rejoint un petit peu ce que disait Yannick, on aimerait bien maintenant, en étant impliqué dans la classe Figaro, pouvoir la développer. L'idée, ce serait de pouvoir développer des centres d'entraînement comme l'Artemis Academy dans d'autres pays que l'Artemis, et donc de pouvoir après développer des courses dans ces pays-là. Et clairement, dans les pays qu'on a identifiés ou dans les régions qu'on a identifiées comme étant plus intéressantes, il y a la Scandinavie. Ça, on est convaincu qu'il y a quelque chose à faire là-haut. Il y a aussi quand même toute l'Europe du Sud. L'Italie, ils sont quand même assez demandeurs. L'Espagne, avec la nouvelle organisation de la Barcelona World Race, la fondation maintenant avec un nouveau directeur, ils sont de nouveau envie de repartir un peu plus des bases. Et donc ça, c'est quelque chose effectivement qu'on est en train d'étudier. Mais pour nous, on pense que ça passe par une académie qui s'appuie sur des courses et après qui développe le modèle comme ça. Toujours pas de questions? Bon, je continue. Je continue ma liste. Tu parlais de la Chine. En Chine, vous avez le projet Dongfeng. Il a vocation à se transformer en un projet Artemis, à se développer, à devenir pérenne, ou c'était un one-shot? Non, clairement, depuis le début, le projet de Dongfeng, on voulait monter une académie pour pouvoir recruter les meilleurs marins chinois et les former à la course au large. Malheureusement, sur la première édition, c'était trop court. On a fait la sélection selon les mêmes critères. C'était la même équipe que ceux qui font les sélections des Anglais qui sont allés en Chine pour faire les critères. Et donc, ils ont fait passer tous les tests et pas dormir pendant 36 heures, etc. Et le but, c'est donc c'était de faire la même chose en Chine et absolument pas de faire un one-shot. Maintenant, il faut être clair que monter une académie, c'est beaucoup d'argent. Hein. Le budget d'une académie comme l'Artemis, c'est presque 1 million d'euros, quoi. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on peut faire juste en le faisant à côté comme ça du projet. Donc, clairement, maintenant, dans la proposition qu'on a fait à Dongfeng Race Team, c'est inclus dedans pour continuer. On n'a toujours pas la réponse, donc on l'aura d'ici la fin de l'année normalement. Et le but, c'est ça, c'est la continuité. C'est le seul moyen pour réussir à ce que la course au large continue à exister en Chine. Et c'est pas en faisant des one-shots qu'on va réussir à faire quelque chose, quoi. Tu disais que Dongfeng donnerait sa réponse à la fin de l'année, pour notre volo? Oui, dans le package, il y a notre volo. Oui. C'est le projet principal, c'est de refaire la volo avec d'accord. L'Artemis Academy, en fait, ça commence à porter ses fruits. On voit qu'il y a les jeunes Anglais. Hein. Deux dans les 10 premiers bisut cette année. Voilà. Donc, et là, pendant la Solo Generali, il y avait Nick Cherry qui était en tête du classement général après la première étape. Et au final, il finit 5e. Je pense que c'est le meilleur résultat d'un Anglais sur une course du circuit Figaro. Ça fait 5 ans maintenant que ça existe, l'académie, et on voit que ça commence à porter ses fruits, quoi. L'académie, elle est signée jusqu'à quand avec Artemis? C'est un projet, ça fait longtemps que ça existe. Ouais, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, et donc on n'a pas une date définitive. Donc ça se renouvelle d'année en année pour l'instant. D'accord. Comment cette académie? Alors, je suis pas entraîneur. Financièrement, ça marche comment? Parce que les gens amènent leurs propres sponsors à l'académie, non? On a plusieurs niveaux dans l'académie, en fait. On a développé, c'est le premier niveau
où on recrute les jeunes Anglais donc, qui ont déjà de l'expérience de course, mais pas du tout de course au large. Et donc, la première année, ils sont pris entièrement en charge par l'académie, sponsorisés par Artemis. Donc, ça, c'est le modèle économique, il est comme ça. Après, ce qu'on appelle les graduates, ceux qui sont en deuxième, troisième, qui continuent, parce qu'on leur apprend, le but, c'est qu'on leur apprend à naviguer, mais on leur apprend aussi à gérer une campagne, on leur apprend à se présenter, on leur apprend à démarcher les sponsors. Donc, c'est un projet global de gestion de projets de course au large, pas uniquement de navigation, quoi. Et donc après, on les encourage à trouver des partenaires et on les aide à trouver des partenaires. Et après, on continue de les aider de façon en logistique. Ils continuent à s'entraîner avec les autres, ils ont le coach. Quand ils viennent à Lorient, ben, ils font partie avec les 3 nouveaux qui viennent chaque année, les anciens viennent aussi. Tout ça, ça aide parce que tout le monde ils s'entraide entre eux, après les anciens apprennent aux nouveaux, etc. Donc ça tire toute l'équipe. Et puis après, ben voilà, donc, le but, c'est qu'au bout d'un moment, ils soient indépendants financièrement et qu'ils puissent mener leur campagne tout seuls. En cash par an, c'est 1 million d'euros d'Artemis? En cash? Non, en cash peut-être pas, mais c'est pas loin. Quand il faut, une fois qu'on a payé toute l'infrastructure, plus la logistique pour... cette année, ils étaient 8, 9. Donc, ouais, c'est des gros montants. Ouais. J'ai encore d'autres questions? Oui. Non, c'était juste une invitation. C'est une fois que vous montez l'Artemis en Scandinavie, en Espagne et tout ça, à Lorient Grand Large, avec Tanguy Le Glatin, on sera ravis de les accueillir. Et j'en profite pour lancer un petit message. On cherche des logements pour les Artemis académiens de cet hiver. Donc s'il y a des Lorientais dans la salle qui ont de la place, on est intéressés. Merci. Si vous avez d'autres annonces à faire passer, allez-y. Une voiture à vendre, un chaton à donner, vous n'hésitez pas. Le bon coin de la course au large, c'est chez Peel. Hervé, je voudrais renverser la proposition de départ qui était de faire le tour du monde des épreuves. Toi qui es suisse, donc pas français, mais qui connaît bien le monde français et aussi cette planète voile, quelle perception tu as pour le coup du marché français de la course? Je pense que le marché français, d'un point de vue étranger, donc tu penses d'un point de vue étranger, le marché français, c'est vraiment le pays de la passion de la course au large en solitaire. C'est clairement, le marché français, il est très typé solitaire. Et je pense que des événements comme le Vendée Globe ou la Route du Rhum, c'est exceptionnel. C'est pas seulement en France que ce sont des événements exceptionnels, mais au niveau mondial, vous n'avez pas beaucoup d'événements qui attirent autant de monde pendant 10 jours. Je veux dire, donc de ce point de vue-là, il y a un attrait qui est exceptionnel de ce point de vue-là. Après, quand on regarde aussi, et particulièrement sur les ultimes, je trouve que c'est fascinant, c'est qu'il n'y a que des Français qui sont les skippers de ces bateaux. Donc il y a quand même une particularité quelque part du marché français. Alors moi je pense que ce que parlait Tanguy ce matin, c'était intéressant de voir la pyramide. Il n'y a peut-être pas de chemin typique, mais clairement quand même le fait d'avoir la Mini Transat, la Figaro, les classes 40, les IMOCA, c'est seulement en passant par ces étapes-là que vous arrivez à être assez fou pour être skipper d'un ultime. Et ça je pense que c'est unique au marché français. Et je pense que c'est pas demain, peut-être qu'on verra un jour Alex Thompson sur un ultime. Je pense que si on doit nommer un étranger, je pense qu'aujourd'hui c'est pratiquement le meilleur candidat, mais il aura fait ses armes sur le circuit français, quoi. Et donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un attrait qui est juste énorme. Est-ce que tu crois que les Français s'en rendent toujours compte? Est-ce que les Français s'en rendent compte? Ouais. Je pense qu'ils se rendent compte que... je pense, depuis Eric Tabarly, il y a quelque chose de très spécial avec la voile en solitaire. Maintenant, est-ce qu'ils se rendent compte que c'est aussi énorme que ça? Je ne suis pas sûr. Parce qu'il y a une question récurrente sur l'internationalisation. Il faut qu'on se développe à l'international. Et j'ai l'impression que souvent, les acteurs de ce marché-là ne se rendent pas compte que le marché le plus gros, le marché du sponsoring le plus important, le marché de l'événementiel voile le plus important, ça reste ici. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr, mais après, je pense que... Tu vois, juste une anecdote, le Yacht Racing Forum qui a lieu à Genève, tous les contenus sont en anglais,
il y a 2 intervenants français, je crois, 3 peut-être, sur une vingtaine. Et même la perception des professionnels mondiaux n'est pas celle-là, quoi. Non, clairement, il y a une différence énorme qui tient à toute la pyramide, justement, parce que pour tous les autres pays, il n'y a pas du tout cette culture de la course au large. Et pour eux, le sommet de la pyramide, si vous demandez à un anglo-saxon, c'est la Volvo, c'est pas le Vendée Globe. Hein. Ouais, mais qui a été gagné par les Français il y a une édition, et je ne vais pas dire que les Chinois sont français, mais il y avait quand même une teinte française qui était importante. Ouais. Non, mais là, je crois qu'ils sont en train de se rendre compte, justement, grâce à ça, grâce à Franck Camas, qui a réussi à démontrer que même en équipage, les Français sont redoutables, avec Charles Caudrelier aussi, qui a réussi à monter une équipe assez extraordinaire, qui viennent quasiment tous de la solitaire du Figaro. Et donc ça, c'est en train de pointer son nez à l'extérieur. Mais si vous parlez aujourd'hui aux gens de chez Alvi Medica, la solitaire du Figaro, ils ne connaissent pas. Donc ça, c'est sûr. Il faut réussir à pouvoir faire rayonner le fait que le système et les écoles françaises de course au large sont les meilleures au monde. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut sortir un peu de la France, quoi. Très bien. Merci beaucoup. Merci Hervé.